Bonjour à toutes, bonjour à tous, un nouvel épisode de Oser l'amour. Aujourd'hui, le thème est sur la guérison, comment se guérir soi-même et surtout, définitivement, pour arrêter de courir après la guérison, expérience personnelle. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une invitée qui est Linda Imessaouden. Bonjour Linda. Bonjour Anissa. Je suis tellement heureuse de te recevoir. C'est un plaisir pour moi. C'est le premier en plus Oui. qu'on fait ensemble. Baptême. Baptême. C'est ton premier avec moi ou ever? Ever. Ever. Donc ça veut dire qu'il y en aura plein d'autres et pas que avec moi, j'en suis convaincue. Alors si vous faites partie de l'école des artisanes ou de mes accompagnements, vous connaissez forcément Linda parce qu'on chemine ensemble maintenant depuis quelques années. Et tu as vu beaucoup d'évolution dans les enseignements que je partage. Et tu vas te présenter dans quelques instants. Et aussi, on va parler de ce qui a inspiré ce podcast. Et c'est vrai que les choses bougent vite actuellement, d'un point de vue individuel, mais aussi collectif. Donc, il y aura deux parties à ce podcast. Il y aura la partie guérison individuelle et guérison collective. Parce qu'il y a vraiment une demande en ce moment, en tout cas des demandes que moi je reçois, de comment on se guérit et finalement comment on fait pour œuvrer pour quelque chose de beaucoup plus grand que moi j'appelle l'amour. Et aussi, par la même occasion, le monde, quoi. Donc, est-ce que tu peux te présenter déjà dans un premier temps à notre audience? Bien sûr. Alors déjà c'est intéressant parce que pour me présenter, j'ai plusieurs manières de le faire. Et j'ai envie là tout de suite de dire que l'une de mes missions, c'est aussi d'être ambassadrice des artisanes. Donc ça fait partie effectivement des espaces que j'occupe dans mes missions. Donc j'ai la chance d'accompagner les artisanes dans leur parcours, puisque quand elles intègrent l'école, elles traversent un parcours de 6 mois. Et j'ai la chance à leur côté de cheminer moi, mais aussi de les accompagner dans certaines phases de leur évolution. Donc ça, c'est l'une des missions et qui me tient à cœur aujourd'hui, d'ailleurs, d'en parler. J'ai une autre mission, je suis entrepreneur, donc j'ai aussi moi-même l'œuvre d'accompagner les femmes dans leur évolution de carrière. Donc j'accompagne dans les entreprises, j'accompagne les femmes en privé aussi. Et l'objectif est toujours de faire en sorte qu'elles se déploient dans les organisations pour prendre des postes à plus haute responsabilité. Donc ce sont des femmes qui sont des femmes ambitieuses, talentueuses, qui, quelque part, œuvrent aussi pour le monde, souvent dans les espaces des entreprises. Et je les accompagne donc à se déployer dans cet univers. Donc, entrepreneuse et ambassadrice. J'étais dedans, là. Et tu peux juste nous donner le nom de ton entreprise? Oui, elle s'appelle Me, M-E, parce que Me, c'est moi en anglais, et c'est finalement de se mettre au centre de tout soi pour pouvoir évoluer dans ce grand monde. Donc, parfois, c'est juste en 2 lettres que ça résonne pour tout créer. C'est aligné avec la thématique du jour qui est vraiment en lien avec se guérir soi. Exact. Voilà. Et tu as créé l'entreprise avec ma Sabrina, sœur. à qui j'ai envie de rendre hommage aujourd'hui, qui est une artisane aussi. Tout à fait. Et qui est incroyable. Ouais. Vous faites un super duo. Donc, vous êtes toutes les deux et vous accompagnez donc dans différentes sphères en Exactement. lien avec le monde de l'entreprise. Tout à fait, et on œuvre aussi pour la guérison de l'entreprise. C'est notre manière aussi, puisque le thème du podcast tourne autour de la guérison. C'est notre manière aussi d'œuvrer dans ces espaces de guérison en apportant aux entreprises une nouvelle manière de leader, voilà, de mettre en œuvre le leadership et de porter aussi des femmes à plus haut niveau dans le monde pour pouvoir finalement œuvrer pour la diversité aussi au sein des grands groupes. Donc c'est notre manière à nous de guérir le monde aussi. Donc c'est vrai que ce podcast, il est né de nombreuses questions qu'on avait de part des femmes leaders et entrepreneurs que toi, tu accompagnes et que moi, j'ai aussi dans mes accompagnements. Et on s'est dit, il y a tant de questions, nous allons faire un podcast. Juste avant qu'on aille sur les questions que tu as préparées et que tu as récoltées, je te remercie infiniment, j'aimerais que tu dises un mot sur justement l'entreprise éclairée peut-être de demain, à quoi elle ressemble et quelle est votre mission précisément dans la guérison, dans l'accompagnement de la guérison des entreprises de demain. Alors nous, notre rêve, il est simple. C'est qu'un maximum de femmes prennent leur place dans les entreprises. Et quand on dit prennent leur place, c'est qu'elles soient à leur juste place. C'est-à-dire qu'elles prennent des rôles à responsabilité qui leur permettent de déployer, je dirais, la puissance de l'entreprise en termes de performance, en termes d'évolution, en termes de...
Et pour ça, ça passe par finalement permettre à ces femmes d'apprendre à se connaître. C'est l'un des premiers leviers pour nous d'expansion d'une femme, puisqu'aujourd'hui les entreprises sont ouvertes à l'idée que les femmes œuvrent pour plus grand, montent dans les organisations, prennent des postes à responsabilité. Les femmes ne sont pas toujours équipées pour ça. Et la première étape, c'est déjà de permettre à ces femmes d'apprendre à se connecter en profondeur pour pouvoir exactement détecter où se joue le frein de leur expansion. À partir de là, une fois qu'on a levé le frein d'expansion, se déploient des femmes qui finalement osent aller dans des espaces de direction, dans des espaces du board, de ce qu'on appelle aussi des COMEX, qui sont des grands espaces de décision des entreprises. Et notre rêve à nous, c'est que ces femmes soient de plus en plus nombreuses dans ces espaces-là, puisque c'est aussi la volonté des entreprises. Donc on surfe aussi sur une volonté réelle. Et notre rêve, c'est que non seulement elles prennent leur juste place dans ces organisations, mais qu'elles incarnent aussi un nouveau type de leadership, qui est finalement un leadership plus humain, plus sain, plus doux, plus vrai, plus authentique, parce que le monde des entreprises aujourd'hui navigue dans différentes sphères où ils cherchent aussi à déployer, je dirais, des talents, des équipes. Mais pour pouvoir le faire, on a besoin d'un leadership qui soit beaucoup plus conscient. Et c'est ça aussi qu'on apporte, ces nouvelles manières d'accompagner les équipes avec plus de conscience. Et plus de conscience, ça signifie mieux se connaître. Donc c'est ça. C'est une mission. Tu me fais une belle transition là, c'est magnifique. Ok, donc on a préparé un certain nombre de questions qui sont en lien donc avec les questions que se posent les femmes entrepreneurs, leaders ou celles qui veulent justement faire ce chemin de connaissance de soi. Et c'est drôle parce que pendant que tu étais en train de parler, je me disais que c'est exactement pour ça en fait que j'avais créé l'École des artisanes à la base, parce que je viens du monde de l'entreprise, je viens du monde bancaire. Et c'est vrai que ce qui m'avait le plus surpris, que j'ai découvert, c'est qu'on ne valorisait pas de l'intérieur cette connaissance de soi, et que justement les postes souvent n'étaient pas forcément alloués en lien avec la connaissance de soi et les aptitudes personnelles que je pouvais avoir. Je me souviens que quand j'étais à la banque, je rêvais d'être directrice d'agence. Je rêvais d'avoir un poste de management parce que je connaissais en fait mes forces en tant que leader. Mais je n'avais pas ni les diplômes, ni les aptitudes internes en fait, à l'organisation pour aller dans ce poste-là, alors que j'avais une lecture déjà qui était très très fine à l'époque. Et j'avais déjà trouvé ça un petit peu dommage. C'est que quelques années plus tard, quand je suis devenue donc mentor spirituel, j'ai contacté d'anciennes collègues qui me disaient maintenant ça y est, pour l'école des directeurs et des directrices, il y a cet espace de connaissance de soi. Il commence, mais c'est très léger. On arrive à peine à la confiance en soi. On n'en est même pas encore à la gestion émotionnelle. On n'en est même pas au mécanisme interne. Comment est-ce que ça fonctionne, les émotions? Comment fonctionne en fait la perception? Donc ça veut dire qu'on a encore du temps. J'ai l'impression qu'il y a tout un monde en fait qui va s'ouvrir au monde de l'entreprise en lien avec la connaissance de soi, au service de l'entreprise. Tu vois, donc il y a vraiment tout un intérêt à ce que cette connaissance-là se déploie. Oui. Et justement, c'est ce qu'on fait dans l'école des artisanes. C'est précisément ces espaces-là qu'on va aller regarder à titre personnel, au service de quelque chose de beaucoup plus grand. Exactement. C'est tout à fait ça. Et en fait, ce que j'ai trouvé beau en fait dans ce que tu as dit, c'est que on rencontre nous des femmes qui n'ont pas toujours des diplômes. Et en fait, la connaissance de soi est le premier diplôme de la vie en vérité. Parce que quand elles apprennent à se connaître, elles sont capables d'œuvrer dans les entreprises et elles prennent des postes à responsabilité du type managérial, du type directrice. Elles n'ont pas de diplôme, ces femmes-là. Et pourtant, elles atteignent des niveaux de décision parce qu'elles ont toutes les capacités, je dirais, humaines pour pouvoir œuvrer. Et ce qu'on demande en fait à des leaders en entreprise, c'est d'œuvrer en fait, et d'œuvrer dans la transformation. Et qui plus est, bien sûr, de faire de la rentabilité, de la performance, mais ça, on le fait que quand on arrive à embarquer des équipes. Et pour embarquer des équipes, il faut déjà savoir soi se comporter comme une vraie leader. Donc, finalement, oui, ce véritable diplôme de la vie, moi, j'ai vraiment envie aussi d'encourager toutes ces femmes qui n'ont pas encore les diplômes et qui pourraient penser que ces postes-là à haute responsabilité ne sont pas pour elles, parce qu'en réalité, les entreprises les attendent aussi, ces femmes-là.
Et elles ont juste besoin qu'elles soient prêtes aussi intérieurement en termes d'équilibre personnel. Donc c'est un chemin. En tout cas, j'en rencontre des femmes dans ces univers qu'on accompagne. Et il y a souvent des points qui se ressemblent et qui se recroisent chez ces femmes leaders, finalement, qui œuvrent dans les entreprises, qui parfois osent prendre leur place, d'autres fois n'osent pas. Mais elles ont des points communs. Et j'en rencontre beaucoup. Et moi, j'ai vraiment besoin de te poser la question là-dessus parce que par rapport à toute ta façon d'accompagner ton univers à toi, je pense que tu pourras leur porter des réponses. Elles ont souvent l'impression de tout comprendre. Elles comprennent beaucoup de choses sur le développement personnel, comment ça marche, etc. Mais en réalité, dans leur vie, elles ne voient rien bouger. Elles sentent que les choses se répètent, qu'il y a des espaces qui n'évoluent pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, toi, à ces femmes-là, justement, et en lien avec l'école que tu as créée sur les artisanes? En fait, aujourd'hui, à l'époque du développement personnel et de la connaissance de soi, on encourage beaucoup ça. La problématique majeure, et on est en train de voir les limites de ça, c'est la notion de compréhension mentale. Et nous, par exemple, dans l'école initiatique, ça va beaucoup plus loin que ça parce que justement, on sécurise des systèmes qui sont les systèmes émotionnels et le système mental, mais pour aller dans d'autres espaces qui ne sont pas accessibles au mental. Et c'est ces espaces-là que les femmes, finalement, qui aujourd'hui sont dans cette recherche de connaissance de soi, n'arrivent pas à atteindre parce qu'elles cherchent à résoudre une problématique à partir de l'espace qui l'a créée. On ne peut pas résoudre la problématique du mental à partir du mental. D'accord ? Donc, je peux comprendre quelque chose, mais après, comment est-ce que je le fais redescendre dans le corps ? Et surtout, comment est-ce que je guéris ces parts-là de moi sans repasser par le mental ? Mais d'abord, il faut sécuriser ces espaces-là. Et la problématique majeure qu'on va rencontrer avec des femmes leaders, c'est que ce sont des femmes qui se sont faites toutes seules. Donc, souvent, on va les retrouver dans des postes à responsabilité et on va les retrouver aussi avec un ego. D'accord ? Et cet ego-là, c'est difficile parfois d'aller le remettre en question pour pouvoir atteindre les sphères émotionnelles qu'elles veulent atteindre finalement pour aller dans des espaces de quiétude ou des espaces d'apaisement. Donc c'est toute une déconstruction qu'il va falloir aller faire, mais avec beaucoup de douceur, beaucoup d'accompagnement, en respectant aussi l'évolution de ces femmes-là. Et tu parlais justement du corps, parce que tout ne passe pas par le mental, il y a aussi l'aspect corporel, mais pas que. Ce sont des femmes qui... parfois n'arrivent même pas à écouter ce qu'elles ressentent, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent parfois pas à écouter ce qu'elles ressentent, et elles ont du mal à se connecter en fait à leurs émotions, parfois même du mal à les partager. C'est propre à ces femmes-là, tu vois, ces femmes puissantes qui finalement, je dirais, développent une forme de pudeur dans le partage de ces ressentis, des émotions. Comment est-ce que toi t'expliquerais le fait qu'elle soit réservée sur ces terrains et qu'elle ne souhaite pas partager ça avec les autres? En fait, quand tu es une femme leader, quand tu leads des équipes, quand tu as bâti un empire, quel qu'il soit, parce que c'est un empire pour ces femmes-là, c'est très difficile après d'aller oser sa vulnérabilité. Donc il y a vraiment un mutisme émotionnel de ces femmes-là. Et elles ont besoin de beaucoup de confiance, des espaces safe, pour pouvoir déposer en toute sécurité. Moi-même, je fais partie de ces femmes-là dans mon cercle privé. Je fais partie de très très peu de groupes ou de mastermind et j'ai mis énormément de temps à ouvrir. Et même aujourd'hui, avec tous les outils, tous les espaces safe que j'y vais toujours tranquillement. Et c'est souvent les femmes avec qui j'évolue qui sentent que voilà, parce qu'elles ont appris à me connaître à force, que là, je vais avoir un besoin. Donc moi, j'ai la même chose avec ces femmes-là. Donc aujourd'hui, quand on est une femme puissante, on a beaucoup de mal en fait à se connecter à son émotionnel parce que les émotions, c'est comme si c'était une alerte rouge, c'est comme si on allait être démasqué finalement, et cette vulnérabilité est souvent prise pour une faiblesse. Donc on ne peut pas en fait se montrer faible parce que les responsabilités qui nous incombent, quelles qu'elles soient, pourraient en fait être mises à nu. Et donc on ne peut pas prendre ce risque-là. Mais c'est bien évidemment faux parce qu'aujourd'hui, énergétiquement parlant, tout se sait, tout se sent. Et quand on est une femme puissante au service du monde, il faut des espaces où je peux aller décharger, mais décharger pas n'importe comment, parce que nous, dans l'école des artisanes, par exemple, il y a vraiment un cadre très précis dans lequel, en fait, on accueille ces femmes-là avec un protocole qui est précis, dans lequel elles sont assurées.
de pouvoir non seulement être écoutée, accueillie, non jugée, pour qu'elle puisse vraiment avancer avec sérénité et quiétude. Parce qu'il n'y a pas d'espace finalement pour déposer ce genre de choses. Moi, ça me touche beaucoup parce que c'est des espaces qui existent peu pour les femmes et pour toutes les femmes, j'ai envie de dire, et pas uniquement pour les leaders, mais je pense que les leaders en ont particulièrement besoin de ces espaces de sécurité où elles peuvent déposer. Et moi, j'en fais l'expérience au sein des artisanes, donc je suis capable d'en parler et de savoir à quel point moi ça me nourrit, à quel point ça m'a aidé aussi dans des phases parfois challengeantes de trouver des femmes qui, comme moi, cheminent, qui, comme moi, ont envie d'apprendre à se connaître, de comprendre ce qui se passe en elles. Ça m'a énormément aidé que ces femmes me permettent d'ouvrir la parole, déjà, et m'offrent l'espace d'écoute dont j'avais besoin à ce moment-là. Moi, j'ai trouvé ça très puissant, en tout cas en tant que femme leader, de trouver ces espaces-là, parce que c'est tellement rare, et pourtant, je les avais entre amis, mais je les ai eus autrement. Et c'est vraiment très puissant de le partager. Ce que j'ai aussi observé chez toutes ces femmes qu'on accompagne, qui parfois sont des femmes en commun, mais qui sont des femmes leaders, c'est que ce sont des femmes qui ont cette capacité à donner. Elles donnent beaucoup. Elles sont souvent très généreuses. Elles donnent sur tous les plans, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, familial, amical. Elles sont très présentes, elles donnent. En revanche, pour recevoir, c'est une toute autre affaire. Comment est-ce que tu analyses ça, toi ? Pourquoi une femme leader a autant de mal à recevoir ? Je pense qu'il faut voir le point commun de toutes les femmes leaders, en tout cas la majorité de celles que je rencontre ou que j'accompagne, c'est vraiment la notion de contrôle. Quand on est une femme leader, on a besoin de contrôler tous les espaces, alors qu'en réalité, il faudrait gérer et pas contrôler. Donc si elle contrôle les espaces pro, elle va forcément contrôler aussi les espaces perso. Donc ça va être la même chose. Et le contrôle, c'est en lien avec une blessure qu'on étudie chez les artisanes, qui est la blessure de la trahison. D'accord ? Et il y a un lien avec ce que tu dis, le donner et le recevoir. C'est-à-dire que quand on a la blessure de la trahison, on devient une très très bonne leader, déjà, ça c'est évident, une très bonne entrepreneuse. Ça, on peut vraiment faire énormément de choses. Par contre, la blessure est toujours là quelque part. Donc la plus grande peur des femmes contrôlantes, c'est la trahison. Et dans la trahison, il y a la notion de je peux donner énormément, parce que forcément, si je donne beaucoup, c'est que j'ai dû manquer quelque part. Et c'est aussi un des éléments des femmes leaders. Ce sont des femmes qui ont manqué, ce sont des femmes qui ont été obligées de se construire par elles-mêmes. Et donc, elles ont compté sur elles-mêmes. Alors, on ne se fait jamais toute seule, mais quand même. Et donc, recevoir, c'est autoriser un espace dans lequel je vais être soit redevable, et je veux être redevable de personne, pour ne jamais être trahi, bien évidemment, pour être totalement libre. Mais aussi, je crois que ce sont des femmes qui ne savent pas ce que c'est que recevoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles rêvent, même dans leur relation amoureuse, elles rêvent d'être couvertes de cadeaux. Elles ne demandent que ça, secrètement parlant. Elles rêvent d'être adulées, elles rêvent de plein de choses. Mais derrière, dès qu'elles sentent que ça arrive, elles referment. D'accord ? Et là, c'est un niveau de conscience qui est un petit peu plus élevé, qu'on voit chez les artisanes, qui est vraiment en lien avec l'amour. C'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'au moment de recevoir l'amour, elles qui en donnent tant, au moment de recevoir l'amour, ça active toutes les blessures et ça va activer d'autres blessures qui sont en lien avec la trahison, qui est toujours très cachée derrière, qui est celle de l'abandon. Si je commence à ouvrir, si je commence à recevoir, alors je vais être redevable, mais aussi je prends le risque en fait d'être vulnérable et d'être abandonnée. Donc c'est vraiment des mécanismes inconscients. Ça se trouve, je vais en parler comme ça va parler à certaines femmes, puis d'autres ils vont dire mais non, mais pas du tout. Voilà, mais déjà être consciente d'avoir la peur de recevoir, déjà c'est énorme. Tu vois, déjà rien que ça. On a eu cette discussion quand on est dans des espaces de sororité, on le disait, ça nous fait très plaisir d'offrir les cadeaux, de s'offrir des cadeaux entre nous, de s'inviter au restaurant. Enfin, c'est tellement logique, ça nous fait plaisir. Mais il est évident qu'il y a des endroits où moi j'ai dû beaucoup travailler pour me poser la question et de me dire pourquoi est-ce que j'insiste tant pour payer à chaque fois. Et c'est pas dans le cadre de mes relations business ou dans mes cadres de relations amicales que ça s'est exprimé.
puisque je l'avais travaillé sur les relations amoureuses. J'avais vu qu'à l'époque où je cherchais un partenaire amoureux, systématiquement, quand le partenaire ne me plaisait pas, déjà c'était sûr, c'est moi qui allais payer. Toujours. Comme ça, je n'avais rien à lui devoir. Et d'ailleurs, j'ai tellement bien travaillé le mécanisme qu'un jour, il y en a un, je l'ai laissé payer. Et je me souviens qu'il ne me plaisait pas et il m'a envoyé un message comme quoi je l'ai bien créé dans ma réalité. Il m'a dit, bon, il faut qu'on fasse le match au retour. Et comme je t'ai invité, donc tu dois m'inviter à nouveau. Mais je lui dis, en fait, tu me corresponds pas et je pense que ça n'ira nulle part. Il dit, c'est pas grave, c'est juste une question de principe. Donc c'est là où je me suis dit aussi, bon, ça confirme mon système, mais ça c'est de l'ego encore une fois. Donc à l'époque, j'avais compris que je voulais rien devoir à personne. Donc payer, c'était ma façon à moi d'être libre. Et jusqu'au jour où je me suis dit, mais il y a des hommes qui me plaisent. Et quand je le fais avec eux, eh ben, ça fait l'effet inverse. D'accord ? Donc quand je veux absolument payer à un homme qui me plaît le premier rendez-vous, je pense que c'est pas au bon endroit. Je pense que quand on est une femme dans sa puissance, dans son élégance, c'est important qu'un homme nous fasse la cour. Et pour moi, c'est honorer cet homme que de le laisser m'inviter, en tout cas les premiers rendez-vous. J'ai pas besoin de prouver à travers mon argent que j'ai le lead, tu vois, sur la relation. Donc ça aussi, ça fait partie des problématiques des femmes leaders. Alors justement, j'aimerais que tu ailles plus loin parce que là, tu as annoncé le sujet et je pense que c'est un sujet qui est important et surtout pour ces femmes-là. Et c'est le couple, la relation dans le couple, en quoi ce contrôle justement et peut-être, je dirais, cette énergie masculine, parce que c'est souvent ça en fait que les femmes leaders incarnent dans leur couple, hein. C'est qu'elles ont une énergie masculine souvent très présente. En quoi ça peut influencer le couple pour une femme comme ça ? Et déjà, quand on est une femme leader, on est forcément partie, on a forcément activé sa part masculine, effectivement, en termes de performance, en termes d'action. On a tous du masculin et du féminin en nous, mais quand on est une femme leader, c'est logique d'aller activer la part masculine dans son business. Là où ça devient compliqué, c'est dans son couple. On ne gère pas son partenaire. Et tu vois, même là, la notion de gérer son partenaire, c'est très infantilisant. Tu vois, on n'a pas une relation avec son partenaire comme on a une relation en fait avec son entreprise. Bien que, je le dis souvent quand je parle de mon couple avec Géraud, c'est une collaboration. Et on a vu notre couple comme une entreprise, un entrepreneuriat, mais avec la conscience qu'il y a derrière. Mais les gens ne savent pas qu'il y a eu 29 000 heures de travail dessus et on continue à le faire aujourd'hui. On est passé par tout ce par quoi passent les leaders. Parce que Géraud est plutôt investisseur, moi je suis plutôt entrepreneur, leader. La place de chacun dans le couple. Parce que quand on est à la maison, c'est qui le chef, c'est qui le patron ? Comment on fait ? On est tous les deux patrons, mais ça ne marche pas. Est-ce qu'on est tous les deux dans notre énergie masculine ? Comment on fait ? Moi, je suis passée par plusieurs accompagnements parce que mon couple a failli se terminer plusieurs fois au fur et à mesure en fait, de mon évolution de carrière, mon évolution de business. Et je compare souvent les femmes entrepreneuses à ce personnage de le diable s'habille en Prada, qui peut-être représente Anna Wintour. C'est qu'on voit que cette femme est très powerful, elle est respectée par tout le monde dans son entreprise. C'est vraiment une sommité dans le monde de la mode. Mais quand elle rentre chez elle, son mari demande le divorce. Donc voilà, et elle est complètement seule dans son monde. Et on a l'impression qu'on doit passer par là, finalement, pour avoir une carrière, une renommée, une légitimité. Il faut sacrifier le couple. Alors que pas du tout. Il s'avère que la femme leader a besoin, comme toutes les femmes, de sécurité. A besoin, comme toutes les femmes, de se reposer, de s'appuyer sur un partenaire qui est son partenaire éventuellement dans le cadre du couple. Et c'est ce que moi j'encourage à faire aujourd'hui parce que c'est vrai que les femmes que j'accompagne en privé sur leur couple, elles arrivent toutes au bord de la rupture. Alors soit elles sont célibataires parce qu'elles n'arrivent pas à être en couple, parce qu'elles font peur aux hommes, entre guillemets, alors qu'elles sont très puissantes dans le travail, dans leur business, et quand elles rentrent chez elles, ce sont de petites filles. C'est vraiment, il ne faut pas avoir peur de le dire. Ce sont de petites filles. Elles ont l'âge de leurs blessures. Donc, on a l'impression d'avoir la petite fille de 8 ans ou la petite fille de 6 ans ou la jeune femme de 15 ans. Ça s'est arrêté là. Puis après, elles ont dit plus jamais je ne vivrai ça. Moi, je vais réussir. Moi, je vais être autonome. Moi, je vais faire comme maman m'a dit. Je vais devenir indépendante et pas dépendante d'un homme. Et après, du coup, ça fait l'effet inverse. Elles ont entre 35 et 45, pour ne citer qu'elles, parce qu'il y en a d'autres. Et Anissa, j'arrive pas à être en couple. Anissa, ça se passe mal dans mes couples. Anissa, j'attire que des hommes mariés, etc. Parce qu'il y a une réelle peur de l'engagement. Et si elles sont en couple, elles sont en concurrence avec le mari, ou elles sont écrasantes avec le mari.
Et ça devient compliqué parce qu'à la maison, les enfants souffrent, parce qu'on ne sait plus vers qui se tourner finalement. Qui est le leader? Chez nous, ça arrive beaucoup dans ma famille à moi avec Géraud. Les enfants le savent. On a dû faire ce travail-là conscient de dire, OK, le chef de famille, c'est papa. Voilà, je ne vous cache pas que ça m'a demandé quelques séances de constellation familiale, quelques mentoring, parce que de me dire comment ça, c'est papa qui s'installe au bout de la table, je ne suis pas d'accord. Mais j'ai compris que c'est ce que je voulais. Au final, je voulais un homme avec lequel je me sente en sécurité parce que à la fin de la journée, j'ai besoin d'aller me blottir dans ses bras, j'ai besoin de sentir sa puissance et j'ai besoin de retrouver un homme. Donc si à un moment donné, on est tous les deux à se battre pour la place de l'homme à la maison, on va avoir un problème. Alors qu'en réalité, il n'y avait qu'un seul homme, c'est Géraud. Donc c'est mon mari. Et donc il n'y avait pas de... ça ne me mettait pas dans une position d'infériorité si je me positionnais à sa gauche, qui est donc la place dans les constellations familiales de la femme. Côté de son mari, c'est le côté du cœur. Donc, aujourd'hui, c'est important que les femmes qui nous écoutent, qui sont des femmes leaders, qu'elles puissent se dire qu'il y a des espaces safe qu'elles peuvent ouvrir avec leur partenaire amoureux. Si elles n'en ont pas, il faut qu'elles s'y préparent. Et pour ça, il faut les regarder, quelles sont les insécurités sur lesquelles elles se sont bâties, qui font qu'elles sont la femme et la leader qu'elles sont aujourd'hui, mais où les blessures restent quand même ouvertes et les peurs, parce que là, on va faire appel aux peurs, les peurs de l'homme sont encore très présentes. C'était très dense. Je sais, il y avait beaucoup d'informations, mais c'est tellement deep en fait qu'on ne peut pas prendre qu'un bout, tu vois. Mais c'est vrai que c'est très vrai. C'est très vrai. En fait, ça m'emmène à me poser une autre question vis-à-vis de ce que peuvent penser parfois ces femmes-là qui justement vont dans leur puissance, développer leur business, montent dans les organisations. Il y a parfois cette question de si je monte, si je deviens de plus en plus puissante, je reste encore dans le domaine du couple là, je risque de perdre mon couple. C'est comme s'il y avait un choix à faire entre l'amour, le couple, et mon business et mon expansion. Qu'est-ce qui fait que ces femmes ont peur parfois et qu'elles ont le sentiment de devoir faire un choix entre les deux? Je crois qu'on nous a demandé de le faire, ce choix. Moi, j'ai dit qu'on avait perdu au change. Et là, je sens que tout le monde ne va pas être d'accord. Je pense qu'on a perdu au change le jour où on nous a dit qu'on allait être à égalité. Et je parle de ça et je suis très honorée que ma grand-mère ait brûlé son soutien-gorge en mai 68. Mais le problème, c'est que quand on s'est émancipé, on ne nous a pas réduit notre charge de l'autre côté. Donc, et on nous a encore demandé de choisir. On nous a encore dit, c'est comme si on nous a dit, alors tu choisis ta carrière, tu deviens un homme, quelque part, et tu finiras seul. Hein? Ou alors, voilà, tu restes bien dans ton couple. Et pour ça, en fait, il va falloir que tu deals, parce que comme il y a un homme, il ne faut pas blesser son ego. Il faut bien... Alors que pas du tout. En réalité, tu as parlé d'amour. Je pense qu'aujourd'hui, je suis love healer. Donc, j'accompagne vraiment sur l'amour que nous sommes. Et il y a peut-être une redéfinition de ce qu'est l'amour. Tu vois, on ne va pas le faire aujourd'hui, ou peut-être on le fera sur une autre question. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une réalité aujourd'hui, et je l'ai vécu, de devoir choisir entre mon couple ou ma puissance. Moi, je l'ai vécu quand j'ai commencé à prendre de la puissance sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, il ne faut pas que je dépasse Géraud. Parce que si je deviens l'accompagnante que je suis, en fait, lui, où est-ce qu'il va se positionner, etc. Et un jour, Géraud m'a regardé, mais il m'a dit, mais je t'ai rien demandé. Il me dit, mais moi, j'ai mes accompagnements, j'ai ma façon d'accompagner, je ne suis pas toi. Et quand on rentre à la maison, je suis ton mari, t'es ma femme, point à la ligne. Mais tous les hommes n'ont pas cette réaction-là. Et encore une fois, on s'est fait beaucoup accompagner sur le sujet. En tout cas, il y a un risque inconscient pour des femmes aujourd'hui qui veulent aller dans ces carrières-là ou dans ces business-là. Et il y a un vrai sujet dans le couple. C'est pas une utopie, c'est pas un fantasme. Elles sont pas en train de se dire « Ah oui, non mais en fait, mon mari me comprend très bien. » Non, en général, dans le couple, ça crée vraiment des batailles d'ego. Et il y a vraiment beaucoup de femmes aujourd'hui qui se séparent au moment où elles se déploient dans leur business. D'ailleurs, on le voit beaucoup chez les couples d'acteurs, par exemple. Moi, j'étudie beaucoup les célébrités parce que j'en accompagne aussi en privé. Et je vois bien que les schémas répétitifs de certaines actrices ou certains acteurs qui vont changer beaucoup de couples. Et souvent, s'ils se mettent en couple avec une célébrité, on le voit avec Brad Pitt et Angelina Jolie, c'est très compliqué. Parce qu'il va y avoir une bataille d'ego, quoi qu'il advienne, d'accord ? Alors, ils ne se sont pas séparés pour ça, et j'ai étudié leur profil, donc j'ai une idée de pourquoi ils se sont séparés. Mais comme par hasard, après, ils vont se mettre avec un ou une anonyme.
D'accord, quelqu'un qui n'est pas connu du public. Parce que déjà, ils enlèvent une charge à ce niveau-là. Donc c'est une réalité aujourd'hui. Des femmes qui sont puissantes, peut-être qu'elles vont être avec soit des hommes qui sont aussi puissants et elles apprennent à gérer leur ego, soit un homme qui, lui, en fait, n'a pas ce besoin-là et qui va accompagner, en fait, cette puissance-là. Mais aujourd'hui, c'est un vrai fléau. Beaucoup de femmes sont dans leur puissance et on voit bien que le partenaire, il ne sait pas trop comment se placer. Et généralement, je les accompagne en privé, pour le couple en tout cas, pour qu'ils puissent trouver chacun leur place et que cette bataille d'ego cesse. Sinon, c'est le couple et la famille qui en pâtissent, quoi. Merci Anissa, parce que c'est un sujet, le couple, même chez ces femmes-là, et ça apporte un équilibre très puissant pour elles, qui mènent déjà des responsabilités, que ce soit pour leur propre entreprise, pour les entreprises, et le couple apporte un équilibre. Donc c'est important aussi de se faire accompagner sur ce sujet quand on en a besoin. Et en tant que leader, c'est pas toujours évident d'y aller et d'oser se faire accompagner là-dessus. Donc c'est important de rappeler qu'il y a des gens comme toi qui accompagnent les leaders, et notamment dans des couples de leaders aussi, parce que j'imagine que certains couples sont aussi leaders. Je pensais justement à cette quête de réussir chez ces femmes-là qui souhaitent évoluer, s'émanciper et s'expandre. Il y a souvent un mécanisme de performance très puissant où quelque part, je peux réussir que si je donne de l'effort. Il y a vraiment cette croyance-là. Est-ce que ça revient aussi chez les clientes que tu accompagnes, cette notion de la réussite dans l'effort? Oui, bien sûr. On les a beaucoup chez les artisanes, on les reconnaît. Alors, on a plusieurs profils, mais c'est vrai qu'on a énormément de femmes qui sont dans le faire. Et moi, ça me parle beaucoup parce que je fais partie de ces femmes-là à qui on a dit qu'il fallait mériter, en fait, la méritocratie. Et donc, il fallait fournir énormément d'efforts pour pouvoir obtenir des résultats. C'est pas totalement faux, faut le dire, quand on se lance en tant qu'entrepreneuse ou quand on est leader. Il faut dire qu'un leader, les 3/4 du temps, il va travailler quand même 10 fois plus, ou un athlète d'exception, j'en connais quelques-uns en privé que j'ai accompagnés aussi, ils travaillent 10 fois plus que les autres. Ils se réveillent plus tôt, ils étudient plus. C'est Ronaldo qui l'a dit à un moment donné, il a dit voilà, j'ai donné ma méthode, ceux qui veulent être Ronaldo, ils peuvent suivre ma méthode et devenir Ronaldo. Alors bien sûr, il y a aussi, je crois, à la mission de vie quelque part, et à l'unicité de chacun d'entre nous. Donc, je ne suis pas sûre qu'on peut tous devenir Ronaldo, mais ce qui est sûr, c'est que l'effort finit par payer un jour ou l'autre. C'est la notion d'effet cumulé. Les petites actions, et c'est ce qu'on fait chez les artisanes. Chez les artisanes, on travaille vraiment sur la durée. Tous ces mécanismes-là, on ne se dit pas, clac, clac, c'est bon, j'ai plus aucun mécanisme, tout va bien. Non, c'est tous les jours, j'y retourne, et tous les jours, j'y crois, et tous les jours, je travaille dessus. Maintenant, là où il y a un piège, et je l'ai vécu même dans ma spiritualité, parce que quand j'ai eu l'éveil, tout de suite, les mentors que j'ai rencontrés, ou même ce que j'étudiais, on disait toujours, il n'y a rien à faire. Il y a vraiment cette notion de « il n'y a rien à faire ». Et cette notion, elle est vraie, mais à un certain niveau de conscience. En fait, la phrase exacte, ça ne serait pas « il n'y a rien à faire », c'est d'apprendre à faire le rien. Et ce n'est pas du tout au même endroit. Tu vois. Donc faire le rien, pour des entrepreneuses, des leaders ou même des femmes qui se sont engagées dans des process en lien avec leur famille ou avec des entreprises en lesquelles elles croient dans vraiment un engagement profond dans des œuvres qu'elles portent. À un moment donné, si je vais les voir et je leur dis « fais le rien », je suis quasiment sûre qu'elles ne savent même pas par où commencer. Moi, la première. J'ai dû demander à mon mari, qui est un expert sur le sujet, il a dû m'accompagner pour apprendre à me reposer ou apprendre à faire le rien en étant dans la conscience de faire le rien. C'est le rien qui fera ce tout. Et ça, c'est un autre champ de conscience. On n'est plus dans l'action physique, on n'est plus dans ces espaces-là. Je vais reprendre une phrase de Joe Dispenza qui vraiment va expliquer c'est quoi faire ce rien. Et là, on est vraiment dans une dimension spirituelle. Et c'est là où beaucoup de leaders, à un moment donné, arrivent, parce qu'on arrive dans vouloir du sens. Donc, il faut à un moment donné se dire pourquoi je fais tout ça, et surtout ma santé, elle empathie. Parce qu'on peut vraiment aussi somatiser beaucoup de choses d'un point de vue physique, des cancers et autres, quand on ne s'écoute pas. Joe Dispenza, il dit toujours que si tu veux faire bouger les choses avec ton corps, tu vas y passer des décennies. Si tu veux accélérer
ce que tu es venu faire ici, alors fais-le avec ton énergie. Et c'est ces espaces-là qu'on expérimente chez les artisanes, c'est que vraiment on apprend à déconstruire toutes les croyances en lien avec le faire pour retourner en fait dans l'espace de l'être. Donc c'est des dimensions dans lesquelles on pénètre. Et à partir de cet espace-là, c'est l'espace, le champ quantique, l'énergétique qui fait pour toi. Et ça, pour une femme leader, c'est très important de le savoir. Parce que si aujourd'hui tu portes une œuvre qui change le monde, ce qui est mon cas, en tout cas, j'ai pas peur de le dire, eh bien, je me dis, si je fais pas attention à ces espaces-là, si je continue à être dans des anciennes croyances qui sont de il faut faire, je vais m'épuiser. Et surtout, je vais envoyer le mauvais message, entre guillemets, d'un point de vue vibratoire, qui est de je crois que c'est moi qui fais, donc c'est le petit moi qui s'excite partout. Alors que si je veux vraiment être en lien avec un monde qui bouge de l'intérieur, puisque c'est vraiment l'œuvre que je porte, et de revenir à la conscience que nous sommes, à l'amour que je suis, eh bien je vais découvrir, parce que c'est une découverte pour beaucoup de leaders, ils ne savent même pas que ces espaces-là existent, d'accord ? Ils sont en lien avec leur intuition et autres, mais ils ne savent pas en fait... et d'ailleurs c'est valable pour tout le monde, hein, on ne sait absolument pas qui nous sommes, mais quand on découvre véritablement qui nous sommes, c'est-à-dire autre chose que ça, eh bien c'est ce que nous sommes qui est à l'œuvre. Et là, je me laisse porter vraiment par la rivière. J'arrête de lutter contre quoi que ce soit. Et je sais que toutes les étapes qui vont se manifester à moi sont en lien avec l'œuvre que je sers. Donc c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de leaders éclairés aujourd'hui qui disent que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui d'œuvrer et de manifester dans le monde parce qu'en fait, je suis le flot de ce que je suis véritablement. Tu vois, on change de vibration comme ça, on change d'état de conscience. Donc c'est un vrai sujet, on pourrait faire tout un podcast, tout un enseignement, et c'est le cœur même de l'enseignement qui m'anime aujourd'hui, c'est vraiment de connecter, de reconnecter en fait l'âme ou l'entrepreneur en perte de sens à notre véritable nature. Et du coup, je navigue plus du tout dans le monde à partir du même espace. Mais la première étape qu'on fait dans ces sujets-là, c'est avec l'école des artisanes. Qu'elle soit en digital, en autonome, ou que ce soit dans les groupes qu'on accompagne. Mais déjà, c'est la première étape de commencer à revenir à qui nous sommes véritablement. Moi, j'en ai fait l'expérience puisque j'étais une leader au moment où je suis rentrée, et je le suis toujours. Quand je suis rentrée chez les artisanes, j'étais directrice et j'étais beaucoup dans des espaces d'agitation, dans le faire, énormément. D'ailleurs, je me souviens que quand tu nous invitais à nous recentrer, à rentrer dans les espaces d'immobilité, j'avais en moi quelque chose qui bougeait, qui gigotait. J'arrivais pas à tenir en place. Et j'ai appris, à travers tes enseignements aussi, à recentrer et à aller dans ces espaces où je n'arrivais pas à aller, parce que c'était la rencontre avec moi-même que j'arrivais pas à faire dans ces espaces-là. Et ça m'a énormément aidée, parce qu'effectivement, je suis sortie peu à peu du faire pour connecter avec qui je suis. Et en réalité, c'est ce qui m'a permis ensuite de mieux faire. Donc, ça a été une première étape, effectivement. Et je pense aussi à toutes ces femmes qui, justement, font sans s'arrêter, qui finalement s'épuisent, parce que corporellement, parfois, ça ne suit pas. Hein. Il y a des femmes qui vivent le burn-out aussi, que tu as toi aussi, il me semble, expérimenté, Anissa. Et je me demandais, justement, pour ces femmes-là qui sont constamment dans le faire, pourquoi finalement j'ai perdu la question. Non, mais peut-être qu'on peut juste faire une aparté sur le burn-out le temps que tu retrouves la question, mais c'est important de parler à toutes ces âmes qui vivent le burn-out ou il y a le bore-out aussi, il y a les deux. Ça. Et il y a vraiment la notion de se brûler d'un côté, de l'autre de s'ennuyer terriblement. Je crois que c'était ces deux espaces-là. Moi, j'ai vécu les deux au même endroit. C'est-à-dire que d'un côté, j'étais dans le faire en mode survie. Et puis aussi pour prouver ma légitimité, pour prouver que j'avais ma place. Donc ça, c'était vraiment cette façon-là. Je voulais vraiment mériter ma place. Ouais. Mais j'y arrivais pas à partir de l'espace où on me l'exigeait dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on me demandait de faire des choses qui n'avaient pas de sens pour moi, alors que j'avais des résultats dans un autre espace qui permettait non seulement à l'entreprise de gagner de l'argent, à mon client d'être content et à moi
de trouver en fait mon espace d'équilibre. Mais comme ça ne matchait pas avec la dynamique interne de l'entreprise, j'ai voulu rentrer dans un carré qui ne me correspondait pas. Et forcément, lutter contre sa nature, c'est ça qui provoque aussi le burn-out. Parce que je le rappelle encore une fois, c'est que les gens qui vivent des burn-out sont des gens qui ont de hautes aspirations humanitaires. Ce sont des gens qui sont très impliqués dans l'entreprise, donc ce n'est pas n'importe qui. Hein. Et ce sont des gens qui ne s'autorisent pas à se reposer, parce qu'on était dans le faire juste avant. Et quand ils sont diagnostiqués burn-out, tu verras que souvent, ils vont mettre du temps à le valider. J'avais une femme qui montait en live ce matin, elle a dit j'ai fait un petit burn-out, comme si on pouvait faire un petit burn-out, tu vois. Je rappelle que le burn-out, pour s'en remettre quand on est diagnostiqué burn-out, c'est entre 1 et 3 ans. Et généralement, on demande aux gens de revenir travailler au bout de 3 mois. Hein, et les gens se jugent assez. Hein, ils ne s'autorisent pas souvent à prendre plus de temps parce qu'ils disent non mais c'est bon, 3 mois déjà, je ne me suis jamais arrêtée dans ma vie, ça suffit quoi. 3 mois, j'ai eu largement le temps d'être en vacances. Sauf qu'ils n'ont pas compris que quand on les a diagnostiqués burn-out, c'est qu'ils sont déjà au bord de quelque chose. Et le burn-out, parce que moi je m'ennuyais aussi au même endroit, je n'avais pas assez de stimuli, pas assez valorisé en fait par l'entreprise au niveau de mes réelles capacités. C'est-à-dire, moi, j'étais vraiment capable d'aller m'amuser sur le terrain. Je disais que le jour où ils avaient ouvert une branche immobilière à la banque, dans la banque dans laquelle je travaillais, j'avais demandé à en faire partie, alors que je ne connaissais rien à l'immobilier ni rien, mais j'étais passionnée par le sujet. J'avais vendu 11 appartements en un mois. Donc c'était vraiment ça. Et je me disais, comment est-ce qu'on peut collaborer ensemble ? Donc aujourd'hui, bien rappeler aux âmes, aux femmes et hommes qui sont en burn-out, de bien écouter ces espaces-là et de ne pas juste se remettre au travail après, mais bien de se dire, OK, qu'est-ce que ce burn-out me permet de bouger aujourd'hui dans mon système ? Parce qu'au début, c'est une alerte, le burn-out. La prochaine étape, ça sera sûrement quelque chose de physique. Ça sera soit un cancer, soit un événement de la vie, un divorce. Enfin, il y a quelque chose qui va se passer parce que le burn-out, qui est une forme de dépression quand même, c'est une dépression. Ça veut dire on dépressurise à un moment donné pour vraiment se positionner dans l'espace le plus juste par la suite. Donc c'est une opportunité. Encore faut-il l'accompagner comme ça. Il y a très très peu d'accompagnants aujourd'hui en entreprise ou en dehors de l'entreprise qui accompagnent les entreprises au niveau de leurs salariés qui ont vécu un burn-out pour leur dire peut-être que ce n'est plus ta juste place ou peut-être qu'il y a une autre place qui est beaucoup plus favorable que toi dans l'entreprise. Donc voilà, c'est un vrai sujet. Je pense qu'un jour on fera un épisode sur le burn-out et le bore-out, mais bien honorer les gens qui le vivent pour pas minimiser ça parce que c'est une hécatombe actuellement. Donc, Finalement, c'était important d'ouvrir l'espace pour ce thème. C'est peut-être pour ça que je ne trouvais pas ma question. En fait, je pense que cette question-là, elle est importante. Et particulièrement dans les entreprises, c'est un vrai sujet. C'est un vrai coût pour les entreprises aussi. Et c'est un vrai, je dirais, voyage aussi pour ceux qui le vivent, hein, le burn-out. Donc, merci d'avoir posé ces mots. Je pense que c'était important d'ouvrir l'espace pour ça. Juste, est-ce que tu sais combien ça coûte ? Alors, à peu près. Je suis intéressée de t'entendre là-dessus. Alors, je dirais le coût entreprise en France, hein, entreprise sécurité sociale, on va dire, hein, ça peut aller en moyenne, je pense que le minimum, on va se retrouver aux alentours des 50 000 euros, je pense, quelque chose comme ça, en fonction de la durée d'arrêt. Mais pour ceux qui vont le plus loin, parce que les 3/4 du temps, comme c'est pas accompagné, les gens parfois vont jusqu'à 3 ans, voire plus, on frôle à peu près les 400 000 euros. Quelque chose comme ça, tu vois. Moi, je pense que mon arrêt maladie a dû coûter, je pense, 500 000 euros. Quelque chose comme ça à mon entreprise et à la sécurité sociale. Alors, j'ai dû travailler, parce que j'allais dire quelque chose, mais j'ai dû travailler la culpabilité d'être un coût pour la société. Ça m'a vraiment travaillé pendant tout ce temps-là. C'était... j'ai pas le droit de recevoir ces aides-là. J'ai pas le droit d'avoir un maintien de salaire. J'ai pas le droit de tout ça parce que moi j'ai eu mon congé maternité en plus dedans et tout. Enfin, j'écrirai un jour un livre sur tout ce qui s'est passé par rapport à cette période-là et sur l'ouverture spirituelle aussi que ça m'a ouvert. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toute cette période-là, j'étais en culpabilité. À chaque fois que j'allais voir mon médecin, je lui disais je n'arrive pas à sortir de la culpabilité d'être un poids pour la société, pour mon entreprise. Comme si je volais cet argent-là, comme si j'y avais pas le droit. Et c'est un jour un de mes mentors que j'honore, qui est Younous, qui m'a dit « Mais Anissa, c'est de l'abondance en fait. » Il m'a dit « Anissa, t'as travaillé combien d'années ?» J'ai commencé à travailler à l'âge de 18 ans. J'ai eu mon burn-out, j'avais à peu près 35 ans. Et sur ces presque 15 années, 20 années de travail, je m'étais arrêtée une fois, je crois, parce que j'ai eu une luxation de la rotule.
pour mon genou. J'ai été arrêtée 3 mois et mon congé maternité. Mais même mon médecin de famille, je ne m'arrêtais jamais, même quand j'avais 42 fièvres. Et j'ai dû mettre bien 3 ans et demi pour me pardonner et accepter l'abondance qui venait de cette façon-là, pour ma plus grande mission que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc c'est important quand même de parler de ça, parce que le nombre de femmes que j'ai accompagnées en transition professionnelle, qui créent leur entreprise ou qui allaient dans leur carrière par la suite, et qui culpabilisaient du coup, elles coûtent, parce que tu parlais tout à l'heure des femmes qui n'arrivent pas à recevoir, je coûte de l'argent à mon entreprise, je coûte de l'argent à la société. C'est sûrement pas elles qui vont te dire autre chose. Et donc, elles sont dans ce remboursement permanent. Il faut absolument que je rembourse ça pour pas être un poids et une charge pour la société. Alors que la meilleure façon de procéder, finalement, c'est de se mettre au service de quelque chose de plus grand. Et c'est ce que tu disais au début du podcast. C'est cette connaissance de soi qui fait que j'arrête d'un côté de m'épuiser et de l'autre de croire que je suis un poids ou une charge pour la société, quoi. La raison pour laquelle aussi elles s'épuisent à faire, c'est parce qu'elles n'ont pas toujours le sentiment d'être reconnues. Et que finalement, elles ont besoin d'en faire toujours plus et de prouver leur valeur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort très souvent. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces femmes qui cherchent constamment à faire plus ? Qu'est-ce qui se passe pour elles ? En tant qu'entrepreneuse ou leaduse, ou même, parfois j'ai même envie de citer les mères, parce qu'elles en font 2 fois plus, 10 fois plus parfois. Il y a cette notion d'en faire plus en tant que femme, parce que déjà, je pense qu'à la base, on a besoin de mériter notre place. Parce que, comme je l'ai dit, il y a 50 ans, on nous a dit « Ok, allez, vous allez avoir le droit d'aller travailler, d'aller voter et tout ». On était super contentes parce que c'était juste la base, en fait, d'avoir le choix. Mais derrière, on en a fait déjà plus à la base. Parce qu'on avait déjà beaucoup de choses à faire à la maison. Élever les enfants, s'occuper du foyer, honorer notre mari. Et après, on nous a dit, OK, vous avez le droit d'aller travailler. Et nous, on ne s'est pas dit, maintenant, on va en avoir moins à la maison. On s'est dit, on va se rajouter ça en plus, d'accord ? Et tant mieux, parce qu'il fallait que ça bouge à un moment donné et qu'on inverse les choses. Et on a eu aujourd'hui un équilibre, parce qu'on a des hommes qui ont été plus dans leur féminin et des femmes qui ont été plus dans leur masculin. On est en train de faire la réunification aujourd'hui. Mais je crois que depuis le jour où on nous a donné l'autorisation d'être à égalité, on n'a jamais été à égalité. On n'a jamais été à égalité. Et on a eu cette problématique, parce que j'imagine qu'historiquement parlant, parce que je ne peux pas en parler, mais je travaille sur transgénérationnel, et cette question de légitimité, elle renvoie à la notion de manque de père, d'accord, dans les constellations familiales. Je me dis, est-ce qu'à un moment donné, cette notion de légitimité, c'est finalement en lien avec... Les hommes partent à la guerre. Il n'y a plus personne, finalement, pour tenir la barque. Donc, on va chercher les femmes pour remplacer les hommes, finalement. C'est pas on s'est positionné parce que c'était tout simplement notre droit d'être dans ces postes-là, autant que les hommes. Il n'y a pas de raison. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas légitime ? Parce qu'on s'est assis sur des places qui n'étaient pas les nôtres. D'accord ? Non pas les places des hommes, comment dirais-je, la place à laquelle on s'est assise, c'est à la place des hommes qui sont partis. Donc on s'est assis sur une place, mais la place était déjà prise. Donc on va être en permanence en train d'en faire plus pour dire voilà, je mérite, mais il faut en faire 10 fois plus en tant que femme aujourd'hui, 10 fois plus si tu es une femme d'origine maghrébine, 10 fois plus si tu es une femme issue des minorités. Il faut dire ce qui est. C'était Léna qui disait ça il y a quelques jours, donc de Léna Situation. Elle disait on aimerait voir des femmes qui ont un succès, qui sont des femmes voilées, ou qui sont des femmes en fait issues de la diversité, ou des femmes de couleur. On aimerait en voir plus. Mais derrière, on voit bien que c'est pas le cas. Donc ça veut dire quand même qu'il y a une masse collective actuellement qui valide ou qui valide pas. Mais peut-être que cette masse collective, c'est nous. Peut-être que moi, aujourd'hui, je ne me sens pas légitime, et je le dis clairement, il y a eu des espaces où je ne me suis pas sentie légitime, pas à la hauteur, parce que femme, parce que d'origine maghrébine, et parce que j'avais l'impression qu'on me donnait une place, mais qui n'était pas la mienne. Donc aujourd'hui, peut-être que le travail qu'on fait à titre individuel, dans son histoire personnelle, ce que moi j'ai fait dans le cadre de mon histoire personnelle, dans mon transgénérationnel avec ma lignée, avec mes pères, avec la colonisation, avec ma place de femme, avec la place de ma mère, mon père, mon couple. J'ai fait tellement de travail sur le sujet qu'après je me suis dit mais non, mais en fait aujourd'hui ça y est, je sais que non seulement je suis légitime, je suis experte, mais je sais exactement en fait où est ma juste place, tu vois. Mais cette histoire de place, j'ai dû la travailler pendant des années, mais vraiment. Et même j'avais reçu des messages dans l'invisible où il y avait des places de disponibles. On me montrait clairement, va t'asseoir sur une place
vide. Tu ne prends la place de personne. Et je l'ai vécu ça dans un... Je me souviens que je suivais des mentors spirituels qui étaient très en lien avec l'invisible. Je rêvais de les rencontrer. Et un jour, je vais dans un salon et ils sont là. Et à peine je pénètre dans leur sphère que je commence à sentir un vertige. Parce que vraiment, il y a un gros travail dans l'invisible, énergétiquement parlant, dont on ne parle pas, mais qui est là. Et j'arrive devant eux et je perds limite connaissance. Je fais un genre de malaise vagal. Et là, c'était 2 femmes et un homme. Et il y a l'homme qui vient, il m'aide en fait tout ça à reprendre un peu mes esprits. Et il m'accompagne sur le siège de l'homme, pour le coup. C'est pour ça que je cite l'exemple. Et là, je me dis, tiens, c'est marrant. Et je m'assois à sa place. Et il me regarde et il me dit qu'est-ce qui se passe en termes de place? Et je lui dis, bah là, je me sens gênée parce que j'ai l'impression de m'être assise à ta place. Et en plus, c'est une place d'homme, donc ça ne me va pas du tout, tu vois. Et il me dit, non, tu t'es assise à une place qui était disponible. C'est toi qui as interprété que c'était une place d'homme sur laquelle tu étais assise. Et quand il m'a dit ça, j'ai compris. Je dis, ah ok, d'accord. Donc voilà ce que je suis venue ouvrir en termes de capacité. Et je comprends que j'ai pris la place de personne. Mais donc, c'est la perception qu'on en a en lien avec son filtre personnel qui fait que j'ai interprété ça à ce moment-là. Bien évidemment, l'invisible était à l'œuvre et ça m'a permis de mieux comprendre ça. Donc tu vois, on joue, je pense, la même chose en termes de légitimité et en termes de place au niveau des hommes et des femmes. Et pour en rester justement sur la volonté d'en faire plus, il y a souvent derrière cette volonté d'être parfaite aussi. C'est un mécanisme qui revient très souvent aussi chez les leaders, chez les femmes leaders. Comment est-ce que tu abordes ça dans l'école des artisanes? Parce qu'on apprend aussi à détecter tous ces mécanismes-là, en fait, pour apprendre à se connaître. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le mécanisme de la perfection et comment, chez les artisanes, tu apprends à ces femmes à passer au travers de ça? Alors, tu vois, quand tu poses ces questions-là, il y a toujours 2 réponses qui viennent. Il y a toujours, bien évidemment, que quand on est une femme leader ou exigeante, c'est important d'avoir ces exigences-là qu'on peut appeler perfection. D'accord ? Donc, c'est normal. Si à un moment donné, j'offre un service, je veux un service client qui soit parfait, entre guillemets. Si je suis organisatrice de mariage, parce que je l'ai été, je veux faire en sorte que les mariés ont le meilleur mariage possible. Et je trouve que le mariage, c'est un très bon exemple, parce que j'aurais beau imaginer le mariage parfait dans ma tête, il ne ressemblera jamais à ce qui va sortir. En termes de ressenti, peut-être qu'il ressemblera. En termes d'énergie, en termes d'atmosphère, ah oui, c'est exactement comme je l'avais imaginé. Mais en réalité, on le découvre que le jour J. Et c'est là où il peut y avoir, et c'est la deuxième réponse que je vais apporter, quand on est dans cette recherche de perfection, en réalité, il y a une part d'ego. Vraiment. Et ça, il faut le voir. Parce que la notion de perfection, c'est une notion de contrôle. Alors oui, quand on offre un service, c'est normal de vouloir contrôler toutes les étapes de production de son entreprise et tous les acteurs de son entreprise. C'est logique. Mais derrière, souvent, il y a une subtilité dans laquelle on bascule, qui est, finalement, elle est où la perfection? Où est-ce qu'on la mesure? Peut-être que ta perfection et la mienne ne sont pas les mêmes. Et donc, pourquoi est-ce que c'est de l'ego? Parce que cette recherche de perfection renvoie à une imperfection quelque part en moi, que je veux camoufler absolument avec cette perfection-là. Donc je deviens en fait je vais dans un espace de rigidité après, je vais me transformer très rapidement en bourreau, tu vois. Et cette recherche de perfection, finalement, elle est infinie. Donc l'exigence des grands leaders, elle est nécessaire en termes de recherche d'évolution, mais pas au détriment en fait d'un leader éclairé qui accompagne vraiment le bien-être en fait des salariés ou des collaborateurs de son entreprise, qui est en lien en fait avec le cerveau collectif, qui est en lien avec cette production commune. C'est finalement l'entreprise de demain. Donc cette recherche de perfection, elle doit être accompagnée pour bien détecter les espaces, et justement ce qu'on fait dans l'école des artisanes, où se cache l'ego pour justifier justement la perfection. Donc pour équilibrer ça, il faudrait aller regarder quel est l'endroit en moi finalement qui est imparfait, que je cherche absolument à cacher, et peut-être aller le regarder avec beaucoup d'humilité et aussi beaucoup de courage, et aller le mettre en face de la perfection, parce que comme c'est toujours les deux mêmes faces de la même pièce, s'il y a perfection, demande de perfection ici, il y a forcément imperfection ici. Et c'est quand les deux se réunissent, quand je finis par accepter toutes mes parts en moi, comme disait Jung, que finalement, je peux être au service de quelque chose de beaucoup plus grand, tu vois. Alors justement, en termes d'expansion pour œuvrer pour plus grand, ces femmes, elles sont très souvent en recherche d'expansion constante, d'évolution constante.
qu'est-ce que tu aurais à leur dire avant de fermer cet échange, Anissa, sur la prochaine étape pour elles, pour pouvoir s'expandre encore plus? Par quoi elles sont amenées à passer pour y aller? Tu fais des bonnes transitions, hein. Franchement, bravo. Hein. Pour un premier podcast, tu t'en sors très, très bien. Oui, bien sûr, parce qu'on a effectivement... c'était mon casse-tête pendant des années, parce que j'ai créé l'école des artisanes à la base quand j'ai eu mon burn-out, et que moi, j'ai été mentorée, et que moi, j'ai été dans ce processus d'éveil. J'étais désespérée, parce que je ne trouvais pas d'espace où on m'apprenne qu'est-ce qui se passe en moi. Mes émotions, mon couple, pourquoi je ne trouve pas ma place dans cette vie, pourquoi j'arrive pas à être comme les autres, pourquoi je me sens incomprise. Alors oui, je suis partie voir un psy à l'époque, mais ça a été très très limité très vite pour moi, parce que je suis une impatiente, hein, parce que sûrement mon côté médium, ou mon côté où j'ai déjà toujours des informations à l'avance, donc je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne va pas aussi vite que moi dans ma compréhension. Et c'est l'adage des leaders visionnaires d'ailleurs, hein. Ils doivent faire avec le process de la matière et du temps. Et c'est vrai que l'école des artisanes, ça a été la première étape que j'ai offert de tous les enseignements que j'ai reçus, de dire, OK, aujourd'hui, déjà, apprends à mieux te connaître toi, ton émotionnel, tes histoires de couple, ta relation à tes enfants. Parce qu'on a des leaders aujourd'hui qui génèrent des millions, mais qui ne s'entendent pas bien avec leurs enfants. Tu vois, donc, OK, donc ça sert à quoi? Rien. On a des leaders aujourd'hui qui ont monté des empires, mais à partir d'un transgénérationnel qui est foireux. Donc ça veut dire que tout ce qu'ils vont léguer va s'effriter à un moment donné. Donc si c'est pas fait à partir du bon espace, ça ne sert à rien. Et c'est comme ça qu'est née l'école des artisanes. C'est de dire, OK, il y a un espace dans lequel on apprend concrètement à être soi. J'apprends à être moi. Il n'y a rien que ça. Processus d'individuation, école des artisanes. Mais quand on a créé l'école des artisanes et qu'on a reçu toutes ces femmes, pendant des années, le casse-tête, ça a été, c'est quoi l'étape d'après? Les femmes me réclamaient ça, elles disaient, mais ok, mais on veut être accompagnante, on veut aussi apprendre à nous guérir nous, mais à accompagner la guérison chez les autres. Donc, comment on fait tout ça? Et on a dû mettre des années à processer l'école des guérisseuses. Et c'est ça qu'on a créé aujourd'hui. Ça fera l'objet d'un autre podcast, hein, parce qu'on a dit qu'on le ferait en 2 temps. Et c'est l'étape où on arrive aujourd'hui. C'est ok, ça y est, je suis dans ce processus-là, j'ai les outils. Les outils, tu vas les pratiquer pendant des années, hein, c'est pas tac-tac. Mais derrière, une fois que je sais comment me guérir, parce que c'est important que je le dise avant qu'on clôture, c'est un jour la thérapie s'arrête. Un jour la thérapie s'arrête. Je voudrais rendre hommage à Carole Foresta qui m'a accompagnée en fait au niveau des constellations familiales, qui m'a complètement apaisée quand elle m'a dit un jour la thérapie s'arrête. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas venu ici en fait pour se thérapeutiser toute sa vie. Stop. À un moment donné, on a acquis des outils, on comprend comment ça marche, on applique les outils, et après, on se met au service de quelque chose de beaucoup plus grand. Mais il y a des femmes aujourd'hui, leaders ou pas, et des hommes d'ailleurs aussi, hein, ce sont des âmes, qui vont être dans le drama, qui vont être dans le trauma inconscient, et qui vont se trimballer ça toute leur vie. On a des gens, et il y en a qui se mènent même jusqu'à la mort, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a des gens qui se créent un cancer, qui en meurent, pas de souci. Hein. C'est dommage, parce que je pense qu'il y a d'autres œuvres à mener. Je pense qu'aujourd'hui, on peut guérir de tout. Toute mesure gardée, bien évidemment, dans le travail holistique qu'on mène, avec la médecine classique. Mais l'idée, c'est de dire, est-ce que je suis obligée de souffrir pour évoluer? Pour répondre à ta question, aujourd'hui, on est dans une époque d'accélération, on est dans une époque d'expansion individuelle et collective, et c'est un moment d'urgence, même si la conscience s'en fout, on est dans un moment d'urgence parce qu'il y a une opportunité à ce que l'élévation des consciences nous mène vers une nouvelle humanité. Moi, j'y crois. Je fais partie de ceux qui y croient. Mais il y a une autre option juste à côté, parce qu'on ne peut pas l'ignorer, qui est, il y a une grande chance que l'humanité s'éteigne, parce qu'on va dans une inconscience totale et qu'on fonce dans le mur. Donc, ça sera à nous, individuellement et collectivement, de faire ce travail-là. D'où l'appel des healers. Mais ça fera l'objet d'un autre podcast. Ça répond à ta question? Absolument. Bien plus encore. Merci, Anissa. Merci à toi. Merci d'avoir été là. J'ai adoré le faire avec toi. J'ai adoré l'échange. Merci à toi de me l'offrir aussi. C'est merveilleux et puis j'adore travailler avec toi. Je le dis vraiment publiquement. J'ai une gratitude immense pour toi et pour Sabrina aussi quand même, parce que souvent je confonds les prénoms, il faut le dire. Il n'y a qu'une autre personne qui le fait, c'est votre mère, que je tiens à honorer aujourd'hui. Merci de les avoir mises au monde. Merci de les avoir accompagnées jusqu'à ce que je les rencontre, toutes les deux, parce qu'elles sont juste incroyables. Et merci d'exister parce que t'es à l'œuvre avec moi et je me trouve très, très, très chanceuse de t'avoir dans ma vie. Donc, merci infiniment, Linda. Ça me touche beaucoup parce que c'est une
belle démonstration de ce qu'on vit aussi chez les artisanes en termes de sororité. Oui, c'est très puissant. Et merci de le partager maintenant, ça me touche beaucoup. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir suivis. Si ça vous a plu, cette première grande partie sur finalement comment se guérir soi avant de guérir le monde, likez, partagez un maximum, mettez des commentaires. Et puis rendez-vous au prochain épisode. Merci à toutes. Merci Linda. Merci à toi.